Bonjour, nous voici donc dans l'interface de Maya pour créer un premier projet où nous allons simplement faire rebondir une balle pour quelques rebonds. Pour commencer un projet dans Maya, nous allons faire les choses proprement et entrer dans le menu File et dans ce sous-menu ici pour créer un nouveau projet. Le nouveau projet va simplement créer un ensemble de répertoires qui seront directement nommés. On va nommer donc ici Bouncing Ball notre projet. Il va se situer ici dans mes documents, dans des répertoires bien situés directement. On pourrait éventuellement changer en venant ici sur Browse. On pourrait directement créer un ensemble de petits répertoires ici, de sous-répertoires qui vont permettre d'organiser directement tous les fichiers du projet. Ici nous n'en avons pas besoin, donc on va accepter simplement le projet tel quel. Je clique sur Accept ici et à partir de ce moment-là, nous voilà dans le projet ici. Current Project sera le projet que nous avons créé. On va enregistrer les fichiers directement au bon endroit. On va enregistrer directement notre fichier. On peut entrer ici dans les options par le menu File. Ici vous avez un petit bouton qui vous permet d'entrer dans les options de la commande pour enregistrer une scène, qui va nous permettre ici de vérifier que l'on a coché Incremental Save. Si je viens sur Reset Settings, il n'est pas coché. Donc Reset Settings remet les valeurs par défaut. Incremental Save va simplement nous permettre d'automatiquement créer des sauvegardes des fichiers qui restent en permanence et sauvegardent au fur et à mesure le travail que l'on a fait, qui nous permet donc de revenir en arrière. On pourrait limiter le nombre, on ne va pas le faire ici, ce n'est pas important pour le moment. Limiter le nombre, ça permet simplement d'éviter d'avoir 200 fichiers qui se créent si on sait qu'on n'a pas besoin de garder les plus vieux fichiers. À ce moment-là, si on limite, les premiers fichiers sont écrasés. Quand on atteint le numéro 20, on revient au premier fichier qui est écrasé, etc. Je fais un enregistrement ici et on me demande évidemment de donner un nom à ce fichier. On voit que directement je suis dans le répertoire Bouncing Ball ici de mon projet, c'est ça que l'on voulait tout à l'heure, et je vais donner un nom, simplement Bouncing Ball à mon fichier. J'enregistre et nous voilà partis pour commencer la scène. Nous allons à présent vérifier quelques propriétés de la scène et entrer dans le menu Window ici. Dans le menu Window, on peut aller ici dans les préférences. Dans les préférences, on va aller dans Settings. Et dans Settings, on va voir ici un champ Time. Le champ Time indique simplement, quand on fait une animation, le nombre de frames d'images par seconde. Quand on est en Europe, on travaille en 25 images secondes, donc on va venir se placer ici sur PAL, 25 images secondes. Les Américains utilisent 30 images secondes. On utilise parfois aussi le 24 images secondes, mais au cinéma. Donc nous ici en vidéo classique, on va utiliser systématiquement 25 images secondes. On le règle une fois pour toutes dès le début et on n'y touche plus. Ceci va changer des choses ici en bas. On voit déjà peut-être le 1.04 ici qui a changé. On doit aller changer des choses aussi au niveau du time slider. Le time slider, c'est la barre de temps qui indique l'évolution du temps dans l'animation. Donc une image, deux images, trois images, etc. On va se placer ici au début à 1 et on pourrait placer la fin du time slider, la zone qui est jouée quand on appuie sur le bouton play. On va la placer directement beaucoup plus loin. On va déjà mettre peut-être 100. L'animation ici, la ligne animation, on va simplement définir la longueur totale de l'animation. On voit déjà qu'elle s'adapte automatiquement pour que la longueur de l'animation corresponde à la longueur de playback, donc la longueur de l'animation qui est jouée dans la vue. L'animation totale va durer, peut-être, on va mettre 200 ici, et nous voilà partis pour démarrer l'animation. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à changer pour le moment.
pour le moment, on peut vraiment se satisfaire des valeurs qui sont là. Je vais enregistrer les valeurs ici. Non, j'ai encore une petite chose à faire ici. Vérifier ici que l'on joue l'animation correctement. On pourrait jouer l'animation en temps réel. Ici, l'animation va se jouer à 25 images par seconde. Quand on appuie sur le bouton play, l'animation se joue exactement au temps réel, donc 25 images secondes. On peut aussi décider de jouer tous les frames et de venir définir une vitesse de jeu de l'animation maximum. Ceci permet simplement, quand on a une animation d'un personnage ou une animation avec une scène complexe, de s'assurer que l'on verra absolument toute l'animation qui se joue, que l'animation ne va pas laguer. Donc on va simplement choisir typiquement ce choix, Play Every Frame et 25 images secondes, comme ça au maximum de vitesse on sera à 25 images secondes, mais dans tous les cas on verra tous les frames qui se jouent, donc on peut rester ici sans problème sur ces choix qui sont définis. Nous allons maintenant passer à la création de la sphère. On a plusieurs moyens pour créer une sphère. On va pouvoir créer une sphère ici par le bouton de raccourci qui se trouve dans le shelf. Ne vous trompez pas, on va trouver des sphères dans différentes zones ici. On va en trouver sous polygones, et c'est des polygones que nous allons créer dans un premier temps. On pourrait créer cette première sphère comme ceci. Il s'agit simplement de cliquer sur le bouton ici, et puis avec le bouton de gauche, on vient glisser sur la scène ici en cliquant une première fois sur la grille, et on peut définir comme ça le rayon de la sphère. J'appuie sur la touche Z pour revenir en arrière. On peut aussi passer par le menu Create. On va avoir systématiquement plusieurs moyens de créer les choses dans Maya. On va trouver tous les outils qui se retrouvent regroupés ici dans les menus de Maya. Et on trouve ici le sous-menu des primitifs polygones. On retrouve ici l'accès à la commande pour créer une sphère. On va utiliser pour notre animation un autre objet qui est le soccer ball. Et le soccer ball, c'est également une sphère, mais qui a une topologie différente. Une topologie différente, c'est-à-dire une manière différente de positionner les sommets. Ceci, c'est intéressant à partir du moment où on va commencer à faire des déformations. On va faire tourner la sphère dans différentes directions. Cette sphère-ci, elle est intéressante pour différents types de modélisation. Cette sphère-ci, elle est relativement indépendante des directions. Elle ressemble à une balle de foot ou une balle classique. Donc on sent déjà qu'elle va se déformer plus correctement dans toutes les directions. C'est celle-là que nous allons choisir. Je vais supprimer cette sphère-ci et venir centrer ma sphère. Avant de continuer, nous allons simplement voir un peu comment on se déplace dans les vues. Donc la vue, c'est cette zone-ci de l'interface, c'est la zone où on voit les objets dans l'espace virtuel 3D. Avec le bouton Alt enfoncé, on va trouver toutes les commandes pour faire des déplacements dans les vues. En tout cas, les commandes les plus utiles dans les manipulations générales. Si on appuie sur le bouton gauche de la souris, on peut effectuer des mouvements de rotation de la vue. On va tourner comme ça autour du point central de la vue. Et de gauche à droite, on effectue une rotation comme ceci, de haut en bas, une rotation comme ceci. Avec le bouton du milieu, on peut repositionner les objets dans la vue. Avec le bouton de droite, et effectuer un pan. Avec le bouton de droite, on peut se rapprocher, s'éloigner de la scène. On peut rapidement installer un peu son œil par rapport à la scène. On va trouver également le View Cube ici. Le View Cube qui permet éventuellement d'obtenir certaines vues un peu particulières. Ne vous trompez pas, la vue front, c'est une vue où on vient regarder comme si on était un spectateur extérieur de la vue en face. On pourrait venir de la vue de droite, de la vue du dessus. On va trouver ici le moyen d'accéder à d'autres vues. Ici je trouve aussi une vue top, ce n'est pas exactement la même.
On le comprendra plus tard, mais dans cette vue-ci, il y a une perspective avec une déformation des distances en profondeur, donc une perspective. Ici, c'est une vue en plan, donc une vue comme sur des plans d'un architecte, une vue orthogonale. On verra vraiment bien dans des modélisations plus tard les différences entre ces deux vues-ci. Pour le moment, on peut vraiment travailler pour cette première étape dans cette vue-ci. Avec la barre d'espace, on peut passer d'une vue à l'autre. Vous voyez que quand je clique sur la barre d'espace, j'agrandis cette vue. Si ma souris était à ce niveau-ci, j'agrandirais la vue top. Je vais agrandir ma vue perspective et utiliser soit la molette de la souris, soit le Alt et le bouton de gauche pour tourner un peu autour de ma vue. Je peux aussi, en cliquant sur la petite maison ici, récupérer ma vue de départ. Je peux aussi utiliser la touche F pour centrer ma vue autour de mon objet sélectionné. À partir du moment où j'ai fait ça, quand je tourne autour de ma vue, je vais tourner autour de mon objet. Si je déplace, vous voyez que je tourne un petit peu différemment de tout à l'heure. Donc la touche F va vous permettre toujours de récupérer la vue centrée autour de votre objet. C'est toujours intéressant quand on aura plusieurs objets. Si je crée d'autres objets dans la scène, j'appuie sur la touche G, je répète ma commande de création. Si j'appuie sur la touche A maintenant, la touche A va centrer autour de tous les objets, tandis que la touche F centre autour de l'objet sélectionné. La touche A, elle centre autour de tous les objets. Supprimer en sélectionnant, j'appuie sur la touche Shift et avec le bouton de gauche de la souris, je viens sélectionner plusieurs objets. J'appuie sur Delete et je supprime les objets qui ne sont pas utiles dans ma scène. Avec la touche F, je viens centrer ma vue sur ma sphère. Nous allons continuer simplement en regardant deux petits boutons ici. Le bouton qui permet de passer en vue Wireframe ou de passer en vue Shaded. Ces boutons correspondent, le premier Wireframe à la touche 4 et le second à la touche 5. La touche 5 que vous allez chercher sur le pavé numérique du clavier. On a simplement donc un affichage qui permet de voir au travers des objets. On pourra encore faire d'autres réglages pour cet affichage, et un affichage qui permet de voir les surfaces des objets de manière beaucoup plus claire. Observons un peu maintenant les attributs de la sphère. Ici nous sommes dans l'Attribute Editor. Si vous n'avez pas la même interface ici, allez simplement chercher cette interface de l'Attribute Editor avec le premier bouton dans les trois boutons ici. On accédera plus tard à la Channel Box. Ici on est dans les options qui vont correspondre à un objet, à un outil sélectionné. Donc prenez le premier ici, Attribute Editor. Vous avez normalement une petite type box qui vous indique que vous êtes sur l'Attribute Editor ici. Donc dans l'Attribute Editor, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une série d'onglets. Chaque onglet va correspondre à des informations sur la sphère. On a par exemple ici Lambert 1, le matériau qui est attribué à la sphère, c'est le matériau par défaut. On aura ici les paramètres de base de création de la sphère, par exemple le rayon de la sphère. Si je change la valeur ici, vous voyez que je peux changer la dimension de la sphère. Ici, on va trouver des attributs un peu généraux. On pourrait, par exemple, venir dans Mesh Component Display et afficher les sommets. Vous voyez qu'on voit ensuite sur impression ici les sommets qui sont affichés. On viendra là-dedans beaucoup plus tard quand on travaillera en modélisation polygonale. Dans le premier onglet ici, nous allons avoir toutes les informations de positionnement, et par exemple la position en translation, et en venant changer ici les valeurs simplement au clavier, on va repositionner la sphère, vous voyez, au centre de la grille en 0, 0, 0. Si je me mets en wireframe, on va voir qu'on est placé précisément au centre de la grille. Plus tard, pour notre animation de rebond, on va positionner la sphère à différents moments, en hauteur, etc. Il sera beaucoup plus simple d'avoir une dimension qui est facile. Prenons par exemple un rayon de 5. Quand on a un rayon de 5, simplement, on peut, quand on revient dans le positionnement de la sphère,
et que l'on vient déplacer la sphère verticalement, je pourrais venir faire ceci en venant sur le bouton Move ici. Si je regarde mes axes, ils ont 3 couleurs, X, Y et Z, rouge, vert, bleu, RVB comme le code RVB. Donc en déplacement vertical, on est en Y. Si vous observez dans la partie droite, c'est cette valeur-ci qui change, X, Y et Z, en translate, en déplacement. Et si je mets précisément la hauteur de mon rayon en 5, ben je vais voir simplement, si je vais dans mes 4 vues, j'appuie sur la barre d'espace, je viens ici dans ma vue de front ou de side, et je vois que quand je me mets en 5, ben on a la sphère qui est précisément posée au niveau du sol. C'est donc très facile. Donc nous voilà avec une sphère positionnée en hauteur 5 qui est centrée en X et Z en 0 au centre de la grille avec un rayon de 5. Observons à présent l'outil Move, l'outil qui est accessible par ici. On a l'outil Move, l'outil de rotation Rotate et l'outil Scale de mise à l'échelle. Ils sont également accessibles avec des raccourcis qui sont vraiment très utiles. W, si il veut bien, voilà. E pour la rotation et R pour la mise à l'échelle. Ces raccourcis, vous pouvez les retenir en sachant que sur un clavier américain, on a les premières lettres du clavier qui sont Q. On va voir qu'on accède à la sélection, W, E et R, le Q, W, E et R de QWERTY. Nous venons donc sur le déplacement, le Move, et si on double-clique dessus, nous obtenons ici à droite dans l'interface, ce qui correspond au deuxième bouton, les Tool Settings. Et les Tool Settings, donc les paramètres de l'outil Move ici. Dans ces paramètres-ci, on va faire un Reset Tool pour remettre les paramètres par défaut. On va trouver toute une série de choix que l'on peut faire pour faire des déplacements, etc. un petit peu différents. Je peux fermer certaines zones qui ne nous concernent pas pour le moment. On pourrait par exemple choisir le Discrete Move. Le Discrete Move va permettre de faire des déplacements, vous voyez, des déplacements précis. Quand on déplace, on vient se placer précisément par pas de 1 sur la grille, par pas un step size ici, par pas de 1. Ça peut être intéressant, nous n'allons pas spécialement utiliser ça pour le moment, donc on va désactiver ceci. On n'a pas besoin spécialement de changer les choses, on va rester bien sur les valeurs par défaut, vérifier toujours que vous avez ces valeurs par défaut, et on peut éventuellement fermer. On peut fermer certaines zones de l'interface en cliquant simplement avec le bouton de gauche sur les doubles lignes ici en pointillé. Je pourrais fermer comme ça différentes zones de l'interface. CTRL barre d'espace va me permettre en une fois, deux fois, en une fois de faire tout disparaître, en deux fois de faire tout réapparaître. La manipulation de l'outil Move, je vais agrandir ma vue avec la barre d'espace et avec la touche 5 voir ma sphère. La manipulation de l'outil Move est assez simple et intuitive, en simplement cliquant avec le bouton de gauche, on va faire un déplacement vertical en Y, ou avec le bouton bleu, un déplacement selon l'axe Z ou l'axe X rouge. Avec le petit carré qui est au centre, on fait un déplacement qui correspond à l'écran, un déplacement dans le plan de l'écran. Vous voyez que je me déplace perpendiculaire à l'écran, et si on observe les valeurs qui sont ici, on voit que toutes les valeurs bougent en même temps. Ce n'est pas un déplacement qui est très, très propre, en quelque sorte. Je peux également utiliser la touche CTRL. Si je viens avec la touche CTRL, je la maintiens enfoncée, j'appuie sur un axe, changer l'orientation de ce petit carré ici, et on voit que le petit carré maintenant est orienté selon les axes X, Y. Si je fais un déplacement, observez ce qui se passe ici dans les champs X, Y. Si je fais un déplacement avec le petit carré, je n'ai plus que ces deux champs-là qui se déplacent, et je fais un déplacement, cette fois dans un plan où la valeur de Z ne change pas. Donc un plan X, Y. Si je réappuie sur CTRL, que je maintiens enfoncé, et que je reclique sur ce petit carré, je retrouve mon déplacement dans le sens dans le plan de l'écran. Je peux faire ça bien entendu sur n'importe lequel de ces axes.
Une autre manière de changer les valeurs de déplacement, c'est de venir ici par la channel box. Tout à l'heure, nous étions dans l'attribute editor. On peut changer des valeurs par ici, mais ce n'est pas vraiment très pratique comme interface quand on anime. On peut changer les valeurs soit par le clavier, je mets à la valeur 10, ou je peux également, en appuyant sur CTRL et le bouton du milieu, en faisant glisser de gauche à droite, faire varier les champs ici de l'attribute editor. Donc CTRL est maintenu enfoncé et le bouton du milieu est maintenu enfoncé, et on fait glisser de gauche à droite la souris et on change les valeurs ici, n'importe quelle valeur. Je clique avec le bouton de gauche, bouton de droite, du milieu pardon, je fais changer je modifie les valeurs ici de l'attribute editor. Ce n'est pas très pratique en animation, on préfère venir travailler dans cette zone-ci de l'interface qui est la channel box. Dans la channel box, on va trouver ici des moyens de nouveau de changer une valeur. Je peux venir mettre une valeur directement, je pourrais venir mettre plusieurs valeurs directement à 0. Je viens recentrer ma sphère d'un seul coup, donc je sélectionne simplement ici dans la partie des champs numériques, pas dans cette partie-ci, dans la partie des champs numériques je sélectionne plusieurs champs. Vérifiez toujours bien que vous sélectionnez les bons et pas par exemple ici le rotate en plus. Donc je sélectionne bien les trois et je mets la valeur qui m'intéresse. Clavier numérique. Une autre manière de changer une valeur, c'est de sélectionner dans la partie gauche ici de la channel box un des noms, et avec le bouton du milieu, cette fois je mets ma souris dans la vue, avec le bouton du milieu, je peux venir changer la valeur aussi en glissant de gauche à droite. C'est vite très pratique quand on est en animation, donc on va beaucoup utiliser cette manière de faire pour positionner les objets. Ici je fais un déplacement de haut en bas, donc je fais un déplacement qui est, je vais dire, intuitivement dans le sens du déplacement que je veux faire. Nous sommes prêts maintenant pour commencer l'animation. On a les premiers outils, les premières manipulations pour savoir comment démarrer. Là, la sphère est placée un peu n'importe comment. Je vais me placer d'abord dans une vue de côté. Je viens donc avec la barre d'espace sélectionner ma vue de côté, side. On voit le nom qui est indiqué ici en dessous de la vue. J'appuie sur la barre d'espace avec ma souris qui était sur la vue side et je suis dans la bonne vue. Bouton Alt, je repositionne un petit peu ma vue. Avec la molette, je peux zoomer correctement. Je vais me placer simplement avec le niveau du sol. Ici, la ligne un peu plus, la ligne grasse qui indique le niveau du sol, plutôt dans le bas de l'interface. Je vais appuyer sur la touche 5 pour voir ma sphère clairement et simplement repositionner ma sphère tout d'abord en 0,0 en sélectionnant les trois champs ici et en appuyant sur 0, Enter. Je réinitialise mes champs à 0. Je vais positionner ma sphère en hauteur. On va définir une certaine hauteur, par exemple comme ceci. C'est une hauteur de 19, je vais mettre mon champ plutôt à 20, ce sera une valeur entière, ce sera plus facile. C'est toujours plus simple d'avoir des valeurs entières quand on manipule les objets et quand on viendra après éditer les clés. Ma sphère est donc située ici à une certaine hauteur. Je vérifie que mon champ ici, que ma glissière est sur la première image en 1. Donc on est ici sur le time slider qui permet de décider à quel moment on est dans le temps. Je me mets en 1 et je vais créer une première clé. Pour créer des clés, on a plusieurs manières de faire. Déjà, je vais vérifier que je suis dans les menus d'animation ici. Je pourrais être sur Polygone ici qui permet d'obtenir les menus. Ici, Edit Mesh pour travailler en modélisation. Ici, on travaille en animation. Donc, je vais me mettre dans les menus d'animation. Je vais trouver mon menu Animate ici. Et dans le menu Animate, la commande SetKey. On va d'abord entrer dans les options de SetKey pour vérifier que ces valeurs sont celles que l'on veut. Je vais faire un Reset Settings qui remet les valeurs par défaut ici pour que vous voyez bien les choix que l'on définit. Quand on place une clé, placer une clé, ça veut dire définir une position ou une valeur de rotation, une valeur pour un champ numérique ici.
on va définir une valeur qui va être fixée pour un moment dans la barre de temps ici en 1 pour ce champ ici translate y. On va choisir de définir des clés pour tous les attributs sur lesquels on peut mettre des clés, keyable. Et une fois que l'on sélectionne ça ici, on peut définir que l'on place des clés quand on clique sur le bouton setkey, enfin qu'on active la commande setkey, que l'on va placer des clés uniquement sur les champs sélectionnés par la channel box et pas sur tous les champs sur lesquels on peut mettre des clés. De cette manière-là, on va placer des clés uniquement là où elles sont utiles. Donc je choisis From Channel Box et All Keyable Attributes ici. De cette manière-là, quand je placerai une clé sur les champs qui sont noircis ici, les champs que j'ai sélectionnés. On va faire un Apply. Je peux fermer ma vue ici. Si je reviens dans les paramètres de cette key, on voit que les paramètres sont conservés, All Keyable Attributes, From Channel Box. C'est donc bien ces choix de paramètres là pour l'outil setkey que l'on va utiliser à présent. Je reviens dans mon menu animé pour vous montrer ici la petite touche S qui nous permet simplement de voir que l'on a des raccourcis pour accéder à certains outils. Si je regarde ici dans ma vue, je regarde ici, je vois qu'il y a un champ qui est devenu orange ici. Ce champ devenu orange indique que j'ai fixé une clé à la position 20 à l'instant 1 pour ma sphère. Si je me déplace dans ma barre de temps, je vais aller par exemple à la valeur 10, je vais mettre mon champ en 0 par le clavier numérique ou en 5. Il est intelligent de le mettre en 5, comme ça la sphère touche le sol. Je sélectionne Translate Y, j'appuie sur S et qu'est-ce qui se passe? Observez ici, il y a une petite barre rouge qui vient d'être créée. Si je déplace ma glissière du temps, on voit que la sphère maintenant se déplace. Elle se déplace depuis la position 1 où elle était à la hauteur 20. Et si je déplace ma glissière avec le bouton de gauche, j'arrive à la valeur 10, ma deuxième clé, la petite barre verticale rouge, où j'ai défini une valeur 5, ici une valeur 5, au moment 10. Et on va continuer comme ça, et définir dans le temps une série de valeurs pour que la sphère rebondisse. On était ici à la valeur 10, on va passer à la valeur 18 par exemple, et remonter la sphère à la hauteur 15. Et puis je vais un peu plus loin dans le temps. J'ai oublié de créer ma clé. Donc j'étais à la valeur 15, je clique sur Translate Y, j'appuie sur S, raccourci clavier qui vient créer une nouvelle clé. J'ai bien ma petite barre verticale, je viens un peu plus loin dans le temps. On éditera la position précise de ces valeurs-là. J'étais en 10, 18, je vais venir en 26, me remettre à la hauteur au niveau du sol en 5. Ici, j'appuie sur S et je crée une nouvelle clé. Je vais aller faire un rebondi un peu moins loin dans le temps, je vais faire 26 plus 6 images. Là, j'étais à 8 images entre les clés. Là, plus 6 images, je viens à 32. Mais un peu moins haut, en 10 par exemple. J'appuie sur S pour créer ma clé. Plus 6 images, je suis à 38. Je reviens en 5. Enter. Sur mon champ noirci ici, j'appuie sur S, je crée une clé. Et je peux continuer comme ça, je pourrais continuer, faire encore un dernier petit rebond. Peut-être j'étais en 10 à la précédente clé. Je vais venir en 42 ici et faire un dernier petit rebond à 8. J'appuie sur S, je viens encore un peu plus loin dans le temps. 4 images plus loin, en 46, mettre une valeur à 5 de nouveau, une dernière clé en S. On va regarder un petit peu simplement ce qu'on a créé pour le moment.
Si je joue mon animation comme ça, je vois qu'il y a une animation, mais je ne vois pas vraiment les choses en temps réel. Je suis le mouvement de ma souris. J'appuie sur le bouton de gauche pour glisser la glissière sur la barre de temps ici. Je peux aussi jouer l'animation avec Play, et je sens que j'ai déjà une animation. Elle n'est pas très agréable, mais on sent qu'il y a une animation. Maintenant que j'ai créé mes premières clés, je pourrais décider de changer la zone qui est animée. Je peux venir avec la zone de playback ici, venir redéfinir la zone de playback, et avec le petit bouton de droite définir la valeur jusqu'à laquelle on joue l'animation. J'ai été jusqu'à la clé 36, je vais par exemple définir que maintenant je joue l'animation de l'image 1 à l'image 50. Je pourrais changer ça par le champ numérique ici, mettre 52 ou remettre 50. Ici j'ai toujours la possibilité de définir la longueur totale de l'animation et la valeur à partir de laquelle je joue l'animation. Ici je jouerai par exemple l'animation à partir de l'image 12. On voit ici que ça change la valeur de cette petite zone ici qui indique la zone de playback dans la durée totale de l'animation ici de 1 à 200, et je peux simplement redéplacer les choses, mon intervalle de playback ici de manière complète, ou venir définir le début ou la fin par les petits boutons d'extrémité. Je disais donc que quand on joue l'animation, on a une impression que la balle est comme tenue au bout d'un bâton et qu'on essaye de faire un rebondi, mais la balle est tenue au bout d'un bâton, c'est pas très agréable. Il va falloir aller changer la manière dont la balle est animée entre les clés que nous avons placées. Je vais arrêter ici l'animation. Ici on a la zone des boutons qui permettent d'aller par exemple de clé en clé. On se déplace, vous voyez ici, de clé en clé sur l'interface, ou image par image. Ici on voit donc que Maya définit des positions intermédiaires entre les intervalles de clés, entre les positions des clés sur les intervalles, pardon. Je peux aussi aller à la fin de l'animation ou au début de l'animation, directement jouer l'animation en avant ou en arrière. Je vais revenir au début de mon intervalle. Je pourrais aussi définir la position de mon curseur directement ici à l'image 12, et là je me retrouve ici à la position 12. Donc on voit que cette zone-ci permet un peu de naviguer dans l'animation, de la jouer simplement. Je reviens au début de mon intervalle. Je disais donc que maintenant on va aller dans une autre zone de l'interface. Ici j'ai une série de boutons. On a déjà vu celui qui nous permet de passer de la vue perspective à 4 vues. On a d'autres configurations de l'interface que nous verrons tout à l'heure. Ici l'outliner avec la perspective, l'outliner qui nous permet de sélectionner facilement des objets, on y reviendra plus tard. Et on a ici une division de l'interface en deux parties. Ici au-dessus on a la perspective, on va aller choisir une autre vue après. Et ici en dessous, la zone d'édition des courbes. On peut aller la chercher aussi par le menu panel. Je suis dans panel et j'ai le graph editor ici, donc l'édition, l'éditeur de graphes de courbes. Je laisse bien le graph editor ici. Ici on va venir rechercher une autre vue. Quand on est dans le menu panel, on vient simplement choisir la vue que l'on a ici. On pourrait aller chercher différentes choses. Je pourrais aller chercher l'outliner que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais aller chercher dans mes vues orthographiques la vue de côté. La vue de côté dans laquelle on a travaillé tout à l'heure, je la repositionne un petit peu pour avoir toute ma sphère qui est visible avec la vue shaded. Donc on est ici maintenant dans une interface qui nous permet de voir notre animation. Et si je vais chercher ici le translate, j'appuie sur F, je vais voir ici un graphe qui représente sur l'axe horizontal le temps. Donc on voit qu'on a un axe qui est gradué de 0
à 50, ça correspond précisément à ce qu'on a dans le slider ici, et verticalement la position de notre sphère. Donc on est gradué de 0 à 20, c'est la position verticale de notre sphère, la position translate Y de la sphère. Si je déplace mon curseur ici, on voit qu'on a une barre verticale rouge qui correspond à notre slider ici, qui indique simplement la position où on est dans l'animation. Et on peut voir une série de petits points ici qui correspondent à des clés. C'est là-dessus que l'on va venir faire des modifications à présent pour changer un petit peu la manière dont les clés sont, enfin la position de la sphère est calculée sur la courbe verte ici entre les différentes clés que l'on a créées. Petit intermède utile, on va se souvenir de temps en temps et régulièrement, le plus régulièrement possible, qu'on doit enregistrer la scène. Si je retourne dans le menu File, je vois ici qu'il y a un raccourci, CTRL-S, un raccourci que vous ne devez pas oublier bien sûr, CTRL-S qui permet simplement d'enregistrer la scène. Tout à l'heure, dans les options, on a été définir Incremental Save. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc si je fais un CTRL-S ici, j'ai enregistré mon fichier. Je le refais une fois et je peux voir ici dans cette zone-ci No Change to Save qui indique que j'ai bien enregistré ma scène. Je viens avec mon explorateur ici qui est dans mes documents, Maya, Projects, Bouncing Ball, donc le répertoire du projet que j'ai créé. Mon fichier a été enregistré ici. Si je vais dans Incremental Save, je vois que j'ai un répertoire avec des fichiers qui se créent automatiquement, bouncing-ball.0001.mb, MB Maya Binary. Je reviens dans deux crans. Et en fait, simplement, ces fichiers 001, etc. vont se créer au fur et à mesure. Ce sera donc le précédent enregistrement que j'avais de ma scène qui devient le fichier 001.mb, et le nouvel enregistrement que je viens de faire, simplement reprend le nom bouncing-ball.mb, le dernier fichier enregistré de ma scène. Je vais réduire ceci et revenir dans ma scène pour démarrer la suite de l'animation et de l'édition des clés. Avant de continuer, je vais simplement venir dans le menu View ici et venir sélectionner Show Buffer Curves. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi consistent ces courbes de buffer. Donc le buffer, c'est l'idée d'enregistrer quelque chose, de stocker quelque chose. Donc j'ai bien activé mes buffer curves. Simplement, on va pouvoir utiliser ces deux boutons-ci. Je vais venir sélectionner une clé et faire une modification, et vous voyez qu'il y a l'affichage ici d'une courbe en gris. Les buffer curves, en fait, c'est simplement un moyen de pouvoir revenir à ce qu'on avait juste avant, et on fait des changements ici dans la vue, et simplement on peut passer d'une courbe à l'autre, l'ancienne et la nouvelle. Si la nouvelle nous convient, on peut venir faire un enregistrement dans le buffer, donc c'est comme un copier-coller si vous voulez. Je viens enregistrer la nouvelle valeur et maintenant je n'ai plus l'ancienne valeur, mais si je viens de nouveau changer, je pourrai plus tard revenir à une ancienne version. C'est donc un moyen de pouvoir faire des tests et de pouvoir éventuellement revenir à la version qu'on avait choisie juste avant, parce qu'elle nous convenait bien. Je vais stocker ici ma nouvelle courbe et continuer. Regardons à présent ce qui se passe au niveau des clés. Si je regarde une clé, je prends cette première clé-ci, je peux venir sélectionner la clé. Je clique dans le vide, je la désélectionne, je clique ici avec le bouton de gauche, donc je fais une petite sélection de zone autour de la clé. Je peux comme ça sélectionner la clé. Je peux venir aussi sélectionner autre chose. Je viens sélectionner ici la tangente, et alors je viens me mettre en déplacement ici, et avec le bouton du milieu, je peux venir adapter cette tangente. Quand j'adapte cette tangente, qu'est-ce qui se passe? Je redéfinis la forme de ma courbe ici. Si je regarde maintenant le début de l'animation, vous voyez que le démarrage est plus rapide. Je vais plus vite, donc quand le temps change, je vais plus vite dans des valeurs petites.
Je vais donc aller avoir un démarrage plus rapide de ma sphère vers le bas. Si je reviens à l'ancienne valeur avec l'utilisation de mes buffer curves, je vais regarder de nouveau comment démarrer ma courbe et vous voyez que le démarrage est un peu plus lent. On va donc devoir un peu réfléchir comment doit se comporter notre sphère entre les différentes clés et essayer de voir ce que l'on doit définir comme valeur de tangente. Je vais revenir à mon ancienne courbe ici. Si je regarde en particulier ce qui se passe dans le bas, je vois que quand ma sphère arrive au niveau du sol, elle reste elle arrive relativement lentement, elle ralentit avant d'arriver au sol, et c'est pas du tout le comportement que j'attends. Je préférerais avoir un comportement où la sphère arrive rapidement et repart rapidement. Une tangente qui est plus horizontale va correspondre à un ralenti ici, des valeurs qui changent lentement en fonction du temps, et une valeur qui change rapidement va correspondre à une petite barre rouge ici qui est plus rapide. Si par exemple je prends cette clé-ci et que je me mets ici avec des tangentes linéaires, je vais avoir déjà une impression de rebond plus rapide que si je suis ici avec une tangente horizontale où on voit un changement plus lent. Pour éviter ces tangentes, je vais devoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ces 4 boutons-ci. Le premier, Break Tangents, permet de casser les tangentes. Si je regarde ce qui se passe, quand je clique dessus, je vois que j'ai maintenant une tangente qui est bleue à gauche et rouge à droite. Si j'unifie les tangentes ici, les deux tangentes sont unifiées. Quand je fais une modification à gauche ou à droite, la tangente correspondante de l'autre côté suit. Si je casse les tangentes, je fais une manipulation et je peux cette fois casser les tangentes et avoir un comportement différent. Je sélectionne cette tangente-ci avec le bouton de gauche et avec le bouton du milieu, je l'adapte. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ai une tangente cassée comme ceci? Et si je regarde ici, on sent tout de suite, quand je déplace ma glissière, que j'ai un rebond, vraiment l'impression que la balle rebondit sur le sol. Nous allons maintenant être un peu plus méthodique et on va revenir sélectionner toute la courbe et mettre des tangentes horizontales sur toute la courbe. Pour travailler de manière un peu plus pratique, je vais réunifier toutes les tangentes pour être vraiment dans une situation de base. Pour être un peu plus efficace que ce que nous venons de faire, on va utiliser un autre outil que l'outil Move. On va aller chercher cet outil-ci qui permet de travailler de manière un peu plus instinctive. Je clique avec le bouton gauche ici pour le sélectionner. On voit qu'il est sélectionné ici. C'est un petit indicateur de l'outil que l'on utilise, cette case-ci, précisément cette case-ci dans l'interface. Avec cet outil-ci, qu'est-ce que je fais? Simplement, quand je veux déplacer une tangente, je vais venir avec le bouton du milieu et je vais pouvoir déplacer cette tangente-ci. Si je veux déplacer celle-ci, je viens avec le curseur dessus et je déplace ma tangente. Je pourrais aussi déplacer une clé en étant centré sur ma clé. Je vais faire un petit Z pour revenir en arrière, un deuxième, un troisième. Je vais donc vouloir travailler sur mes tangentes du bas d'abord pour donner cette impression de rebondi. Je vais sélectionner avec une sélection de zone toutes mes clés du bas et venir les casser avec le Break Tangents. Elles sont cassées maintenant et je peux venir éditer la partie gauche et la partie droite de chacune de ces clés. Je suis toujours avec mon outil Move Nearest Picket Key Tool et je viens avec le bouton du milieu, toujours le bouton du milieu, la roulette, éditer mes tangentes et je viens les redresser comme ça une après l'autre. J'y vais progressivement et simplement j'essaie de ne pas dépasser non plus pour que la courbe ne dépasse pas la position du haut ici et je vais redresser comme ça les différentes tangentes. Si je regarde maintenant à quoi ressemble ma courbe et mon rebondi de balle, on sent tout de suite que la balle maintenant rebondit sur le sol, simplement parce que la courbe ici arrive plus rapidement
Donc elle a une courbure plus forte ici, et elle arrive sur la position 5 de manière plus rapide. Elle est ici en 10, juste une image avant, donc elle va arriver plus rapidement dans le temps sur le sol, repartir plus rapidement et rester un certain temps ici en hauteur. On pourrait vraiment ajuster les clés pour avoir des rebonds qui sont plus précis. J'ai agrandi ici ma vue avec la barre d'espace pour voir un petit peu mieux l'allure de mes courbes. Pour que le rebond soit vraiment physiquement correct, il faut que la courbe ici prenne une forme physique, enfin une forme de courbe mathématique bien connue qui est la forme de la parabole. La parabole, c'est une conique, donc peu importe les mathématiques qu'il y a derrière. Simplement, on voit ici que on pourrait casser la courbe de différentes manières et avoir une zone plus ou moins aplatie ici. On va essayer que les courbes soient proprement symétriques, enfin soient bien symétriques. Et on pourrait éventuellement venir changer aussi la forme des tangentes du haut, la longueur des tangentes du haut. Je vais faire une autre petite manipulation ici et libérer les tangentes, libérer les poids des tangentes. Je dois venir d'abord faire une petite manipulation ici dans le menu Curves pour définir que les tangentes sont pondérées. Weighted veut dire pondéré. Je vais venir faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître des longueurs. Les tangentes ne sont plus toutes non-weighted avec la même longueur. Cette fois, les longueurs des tangentes vont être visibles et je vais pouvoir comme ça changer. Je vais voir que la tangente ici n'a pas le même poids que celle-ci. Dès que j'ai fait ça, je peux venir cliquer ici sur Free Tangent Weight, libérer le poids des tangentes. On voit maintenant, ici je le lock, donc j'obtiens un petit symbole ici différent au bout des tangentes. Quand je le libère, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aussi changer vraiment la longueur des tangentes et encore avoir un degré de liberté en plus quand je viens manipuler mes tangentes. Je vais essayer d'avoir plus ou moins les mêmes choses à gauche et à droite. Voilà. Et je peux venir aussi manipuler maintenant les tangentes horizontales. Ici, je vais avoir besoin d'utiliser la touche Shift. Pourquoi j'utilise la touche Shift? Simplement maintenant parce que quand je change le poids de mes tangentes ici, si je maintiens la touche Shift enfoncée, je ne me retrouve pas dans une manipulation qui peut aussi orienter les tangentes. Je reviens avec la touche Z en arrière. Si j'appuie sur Shift en même temps que d'appuyer sur le bouton de gauche, je suis bloqué dans mon mouvement pour orienter les tangentes et je ne peux changer que le poids des tangentes, ce qui est vraiment fort intéressant. Si je commence un mouvement avec la touche Shift, donc je ne change que le poids des tangentes et je vais essayer vraiment avec cette petite fonction là d'arriver à trouver des formes qui me conviennent, qui créent quelque chose qui ressemble à une parabole. C'est plus ou moins bon à peu près partout. Voilà, j'ai donc une forme pour les courbes qui me convient. Mon mouvement vertical semble correct. Je vais le vérifier en jouant l'animation. Juste pour vous montrer ce que ça donnerait si je changeais considérablement le poids des tangentes, je vais juste vous montrer. Je prends ma courbe, je stocke ma nouvelle courbe à l'aide de ce bouton-ci qui va enregistrer la nouvelle forme de la courbe dans le buffer, et je peux faire des modifications comme ça pour vous montrer ce que changerait et ce qu'on pourrait avoir si on avait fait les choses complètement différemment. Donc je vais pour les deux premiers rebonds, Shift enfoncé, j'augmente les choses ici, pour vous montrer vraiment la différence d'une animation où les courbes seraient vraiment très différentes. Vous voyez ici que la balle reste en rebond et elle reste en suspension comme ça, de manière pas du tout naturelle. Elle reste en suspension pendant les deux premiers rebonds ici, parce que voilà, simplement, la position est plus haute pendant tout un temps de l'animation. Donc là, on voit vraiment
je vais passer à l'ancienne version pour que vous voyez la différence. Donc on voit vraiment que les tangentes ont une importance énorme sur l'allure de l'animation, sur l'intervalle d'animation ici, que l'on a décidé d'animer ici. Voilà. Je vais revenir à mon ancienne version. Oups, et la stocker. Je vais garder uniquement l'animation telle qu'elle me convient. Nous en restons là pour le moment pour le mouvement vertical et on va regarder un petit peu comment faire en sorte que la balle rebondisse, cette fois dans la vue non pas verticalement sur une même position, mais qu'elle se déplace en même temps sur le côté. On va commencer, donc si je prends de nouveau mon outil Move, je vois que je dois travailler sur l'axe RVB, en bleu c'est l'axe Z. Translate Z, si je change les valeurs ici, je vois que c'est bien ce mouvement-là sur lequel je veux travailler. J'appuie sur Z pour revenir. Je vais créer une première clé à l'image 1, je vérifie bien que je suis à l'image 1. Je vais créer une première clé ici en appuyant sur la touche S. Et je vois tout de suite apparaître maintenant dans mon éditeur de courbes une nouvelle piste. Je vais aller regarder ce qui s'est créé. Qu'est-ce qui s'est créé? Une première clé isolée, ici un premier point que je peux venir sélectionner. On voit que quand la courbe est sélectionnée, il y a un petit carré ici qui indique que c'est cette courbe là qui est sélectionnée. Donc ici je peux afficher les deux courbes en parallèle, et si je sélectionne en vert ici ma courbe verte, je vois qu'il y a un petit carré vert, donc je vais sélectionner cette fois ma courbe bleue ici. Je pourrais venir, en regardant en parallèle mes clés sur la courbe verte, créer des positions verticales. On va voir ce que ça donne si on fait ça. Donc j'ai toujours mon champ qui est sélectionné en noir. Je vais créer une série de clés au fur et à mesure en déplaçant chaque fois ma courbe, et vous allez voir que c'est pas du tout agréable. Je vais faire ça de manière un peu grossière, sans trop réfléchir, pour vraiment que vous voyez ce qui se passe. On voit déjà que ce n'est pas une allure très agréable. J'appuie sur la touche F ici, je vais sélectionner mes deux courbes. J'appuie sur la touche F ici et ça va bien cadrer les choses. Je continue à déplacer ma glissière. Je la place au rebond suivant. Je vais un peu plus loin dans l'espace. J'appuie sur S pour créer une clé. Je vais encore un peu plus loin sur ma glissière de temps. Je vais un peu plus loin. J'appuie sur S. Je vais un peu plus loin. Je déplace. Avec le bouton de gauche, j'appuie sur S et je vais à ma dernière position. Je déplace encore une fois. J'appuie sur S. On va regarder l'animation et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'ai fait, et si je regarde la courbe ici, on sent bien qu'elle n'est pas très agréable. Je peux faire des manipulations de vue. Je vais arrêter cette animation. Je peux faire des manipulations de vue ici. On a fait des manipulations avec le bouton Alt appuyé, de déplacement latéral de la vue avec le bouton du milieu. Je peux faire les mêmes déplacements exactement, bouton du milieu, un déplacement latéral, vertical. Si j'appuie en même temps sur Shift, je vais faire soit un mouvement uniquement vertical, soit un mouvement uniquement latéral, selon que je commence le mouvement verticalement ou horizontalement avec le bouton du milieu. Donc là j'ai Alt et Shift enfoncé. Si je suis juste avec Alt, c'est un mouvement comme ceci. Si je vais avec le bouton de droite de la souris, Alt enfoncé, j'ai un zoom, et avec Shift, Alt et Shift enfoncé, clic droit de la souris, je peux me déplacer, enfin agrandir la vue latéralement ou horizontalement, bouton du milieu, bouton de droite. Donc voilà les manipulations de cette vue ici qui me permettent de bien cadrer, de bien voir ce que je fais. Si je regarde maintenant cette courbe bleue, je vois que j'ai créé une série de clés, et ces clés en fait sont simplement inutiles. J'ai besoin juste en fait de cette première position de clé et de cette dernière position de clé. Je vais sélectionner avec une sélection de zone par le bouton de gauche de la souris. Je sélectionne toutes ces clés du milieu sans sélectionner la première ni la dernière, et j'appuie sur la touche Delete et je supprime mes courbes. Qu'est-ce que ça donne maintenant si je joue mon animation? Je vois que mes rebonds ont l'air beaucoup plus naturels
que tout à l'heure. Je reprends mon mouvement précédent, et vous voyez là que les rebonds accélèrent, décélèrent, c'est pas du tout agréable, que si je viens sur une courbe beaucoup plus simple, ici j'ai une animation qui a l'air beaucoup plus naturelle. On va donc vraiment garder cette courbe là. Vous voyez mon ancien buffer, je vais stocker dans mon nouveau buffer cette courbe-ci, et regardez ce qu'on peut faire en jouant un peu avec les tangentes ici. Je reviens sur mon outil fort pratique ici, qui me permet directement avec le bouton du milieu d'adapter un peu les tangentes, et je regarde ce que ça donne si je fais ce petit mouvement-ci. Ce petit mouvement de tangente ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ce mouvement-là va faire simplement... Ah, c'est pas celui-là que je devais faire. Celui-là va faire que la sphère accélère. Je change un petit peu et je vais cette fois faire un petit changement pour aller vers le bas. Et ici on voit que la sphère décélère un peu. Ce n'est pas très agréable, c'est peut-être un peu trop fort, mais je vais garder quand même cette idée-là un tout petit peu, simplement avec l'idée que au fur et à mesure de mon mouvement, le déplacement est comme ralenti au fur et à mesure des rebonds sur le sol et va décélérer. Je pourrais décider aussi que avant le début des rebonds, la balle commence, donc ici, la balle commence à rebondir de haut. Je pourrais imaginer que la balle commence par rouler un peu sur un mur, et puis quand elle arrive ici au coin, elle tombe et elle commence à rebondir. Ça rendrait les choses un peu plus naturelles. Quand la balle rebondit, on voit ici qu'elle s'arrête au dernier rebond, elle s'arrête net. Je pourrais décider qu'après ce dernier rebond, elle roule un petit peu et elle vient freiner et s'arrêter. On va faire ceci. Donc je vais agrandir un petit peu mon intervalle. Je vais aller peut-être sur 70 images ou 80 images. On va aller sur 80 images. Je vais dézoomer un peu ici. Et ce que je vais faire, c'est d'abord déplacer un peu toutes mes clés vers la droite pour laisser un peu d'espace ici à gauche. Je viens sur mon outil Move, et mon outil Move, avec le bouton du milieu, quand j'ai toutes les clés sélectionnées, va me permettre, j'appuie sur Shift pour éviter de faire un mouvement vertical en même temps, j'appuie sur Shift et je peux déplacer comme ça toutes mes clés. Vous voyez que je déplace simplement toutes mes clés dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-ci, l'animation va commencer à l'image 10. Au lieu de commencer à l'image 1 ici, les anciennes courbes, au lieu de commencer à l'image 1 ici, elle commence un peu plus tard. Donc le déplacement de toutes les clés simultanément va simplement décaler dans le temps mon animation et la faire commencer plus tard, ou plus tôt, évidemment. Donc je vais garder ceci. Je stocke mes nouvelles courbes et je vais travailler maintenant sur mon mouvement horizontal. Vous voyez ici, quand je suis à l'image 10, je suis au début de mon mouvement et je voudrais que, avant cela, ma sphère soit un peu plus à gauche. Je peux donc placer une clé, j'appuie sur S, hop, j'ai créé une clé ici, et si je regarde maintenant ce qui se passe, simplement ma sphère roule un petit peu, on va la faire rouler plus tard, et puis elle commence son mouvement ici. On arrive à la fin, le dernier rebond, je voudrais que la sphère continue un petit peu, je vais aller jusqu'à la fin de mon intervalle, déplacer un peu ma sphère vers la droite, j'appuie sur S, je crée une clé, on va regarder. Je peux centrer maintenant sur toute mon animation. Je regarde maintenant ce que donne mon animation et on voit déjà qu'on a préparé le mouvement horizontal et il va un peu plus loin. Je pourrais rapidement vérifier aussi que tout se passe bien à ce niveau-ci. Si jamais ça ne se passe pas bien et que par exemple j'ai quelque chose comme ça, je vous montre ce que ça donne. Il y a un aller-retour, les valeurs passent diminuent donc les valeurs diminuent en Z et puis réaugmentent, donc il y a un aller-retour, c'est vraiment pas ça que je veux. Donc il faut vraiment que la tangente ici soit correctement placée. Je pourrais encore même simplifier les choses, supprimer cette clé-ci, supprimer cette clé-là et réadapter simplement mes tangentes ici. Je vais reprendre mon outil
ici qui me permet de facilement changer les choses, réajuster ces deux tangentes-ci de manière générale. Là, je m'assure vraiment que mon mouvement horizontal est bien continu. Je n'ai vraiment pas besoin de toutes ces clés intermédiaires, et c'est comme ça que le mouvement sera vraiment le plus lisse possible et le plus juste possible. Je vais revenir maintenant brièvement sur le mouvement vertical et simplement placer une clé ici. Donc la valeur en translate Y, je me mets bien en translate Y maintenant que je veux créer des clés pour le mouvement vertical. Je vais simplement appuyer sur S, vous voyez que on prolonge simplement le mouvement. Je vais mettre à la fin de mon intervalle et placer une clé ici sur la fin. Comme ça simplement j'ai mes courbes qui s'alignent bien sur tout l'intervalle. J'appuie sur F pour cadrer, je vais cadrer mes deux courbes en les sélectionnant toutes les deux. Je sélectionne les deux courbes sans sélectionner les clés, voilà, je les cadre toutes les deux. Je vais maintenant retravailler un peu sur le mouvement vertical, parce que si on le regarde de près, je vois qu'il y a quand même certaines parties de la courbe qui ont l'air vraiment agréables, comme celle-ci. On a bien une forme de parabole. Allez peut-être voir sur Wikipédia ce que c'est une parabole, mais ici on sent qu'il y a peut-être un petit défaut. La courbe a l'air un peu plus plate, et j'ai pas vraiment pu changer la forme de celle-ci correctement. Je pourrais peut-être simplement prendre cette clé-ci et la remonter un peu. J'appuie sur Shift pour ne pas changer sa position verticale, et vous voyez que ce serait peut-être plus naturel d'avoir ceci. Ce qu'on peut se dire quand on crée un mouvement de rebond comme ça, c'est qu'il est bien d'avoir ce qu'on appelle une enveloppe, une sorte de courbe imaginaire qui suit ici. On pourrait imaginer qu'il y ait d'autres petits rebonds ici encore à la suite. Je vais d'ailleurs en créer un, ce sera vite fait. Je vais vous montrer une nouvelle manière de créer des clés. J'utilise le Add Key Tools ici. Je sélectionne ma courbe avec le bouton gauche ici, et avec le bouton du milieu, je vais plutôt prendre le Insert Key Tool d'abord. J'ai ma courbe qui est sélectionnée avec le bouton de gauche, et avec le Insert Key Tool, je vais venir replacer une petite clé ici. Et vous voyez qu'avec le bouton du milieu, je clique une fois et il y a une clé qui se crée sur la courbe. Je le refais un peu n'importe où. Hop, si je le fais ici, ben simplement la clé va être créée sur la courbe sans changer la forme de la courbe. Touche Z pour supprimer cette clé-là. Cet autre outil Add Key Tool lui permet, je sélectionne ma courbe avec le bouton de gauche, et avec le bouton du milieu, je viens insérer une clé, mais je peux directement la repositionner. Je vais la positionner ici, comme ça, pour donner une forme comme ça d'atténuation de ma hauteur des rebonds. Je vais zoomer un petit peu. Et je vois que je dois un petit peu éditer les tangentes, évidemment. Je vais venir prendre cet outil-ci. Je sélectionne ma courbe. Je vais d'abord remonter ceci ici. Je vais déplacer cette clé-ci en maintenant Shift enfoncé pour faire un déplacement horizontal uniquement et pas un mouvement vertical. Cette tangente-ci, je dois la casser. Je casse ma tangente, ce qui me permet maintenant de faire ce petit rebond ici, et on obtient une courbe qui finalement a de nouveau une bonne allure de petite parabole, et on a fait un dernier petit rebond ici. C'était une manière de vous introduire un peu d'autres outils. Je vais supprimer cette courbe de buffer ici en stockant mon nouveau buffer. Je vérifie que toutes mes clés sont comme je le veux. Ça m'a l'air correct. Peut-être je peux libérer les tangentes ici pour ajuster les choses de la même manière à gauche et à droite. Mais ça m'a l'air bien de cette manière-là. Je stocke mon buffer et je peux, comme je n'ai plus rien à changer, verrouiller le poids des tangentes pour toute la courbe. Voilà. Ma courbe pour le mouvement vertical est donc bien plus agréable. Je pourrais encore faire des choses comme par exemple tester l'utilisation de l'outil Scale. Qu'est-ce que l'outil Scale permet de faire? L'outil Scale va permettre de faire des mises à l'échelle. Vous voyez ici que si je fais ça, ben simplement je vais changer de manière générale, je vais dire,
je vais changer toutes les valeurs de hauteur. Je reviens un peu en arrière. Je vais démarrer mon mouvement d'ici. Vous voyez la position de ma souris. Et cette fois, vous voyez que les clés qui sont au niveau 5 ne changent pas. Donc l'outil scale, il s'utilise de plusieurs manières, mais en tout cas peut s'utiliser. J'appuie sur Shift, je positionne ma souris et la mise à l'échelle se fait par rapport à la position initiale de ma souris. J'appuie sur Z pour revenir un peu en arrière. Donc je peux comme ça faire en sorte que les rebonds soient plus ou moins hauts. Je regarde maintenant mon animation, vous voyez, commence de plus haut ou commence d'une hauteur moins haute. Donc je pourrais essayer maintenant avec ceci d'essayer de sentir le poids de ma balle, de sentir si j'ai affaire à une balle de pétanque, si j'ai affaire à une balle de ping-pong plus ou moins lourde, et essayer de sentir que le mouvement, en fonction du temps, etc., que j'ai un mouvement qui fasse des rebonds corrects. On peut se dire que cette balle-ci a un rebond physiquement agréable. Je vais laisser les choses telles qu'elles sont là, ça me convient. Je vais vérifier ici, avec toutes mes mises à l'échelle, j'ai changé la valeur légèrement changé la valeur des positions des clés. Si je sélectionne une clé, quand je sélectionne une seule clé, on peut observer ici les valeurs de la clé. Ici en 19, ça correspond à la position sur le temps. Donc le frame, si je le mets en 19 ici, je peux le mettre en 19 ici, ou en appuyant sur la touche K et le bouton du milieu, là je déplace, si j'appuie sur K et le bouton de gauche, pardon, je peux venir positionner c'est un raccourci pour venir positionner mon curseur dans la vue graphe ici, plutôt que de déplacer ici. Donc, la touche K, bouton de gauche. Je disais donc que j'ai ma clé sélectionnée ici, je vois donc la position dans le temps, et ici je vois la position verticale. Je pourrais venir changer, mettre en 10 par exemple la hauteur de ma clé, vous voyez la clé qui est remontée en 10 ici, ou la remettre en 5. Ceci c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de faire ça pour toutes les clés qui doivent être à la hauteur 5. Je viens sélectionner d'un coup toutes ces clés là et je mets la valeur 5 ici, et hop, mes clés sont réajustées à la valeur 5, à la valeur 0. Vous voyez, elles se remettent toutes horizontalement à la valeur 0. Je les remets en 5, ça correspond à ma sphère qui est au niveau du sol. Je vais terminer simplement cette petite étape en mettant aussi une valeur entière ici. Je vais mettre une valeur de 25. Ça bon, peut-être de 30, c'était mieux 30. Voilà, ça me permet quoi? Presque sur 27. Ça me permet simplement de me dire que si je veux créer une boîte ici sur laquelle partira ma sphère, quand elle est au début de l'animation, donc quand elle commence à rouler, elle roule ici, je vais pouvoir créer une boîte qui a des dimensions bien précises et ne pas me casser la tête avec des dimensions, avec des virgules qui sont beaucoup plus difficiles pour être précises. Alors, voilà pour mon mouvement horizontal, mon mouvement vertical, tout ça semble très bien. Petite étape intéressante, sauvez votre scène. Voilà, je vérifie encore 2-3 petites choses. Ici, je vérifie la valeur de la clé, je suis en 27. Ma courbe est correcte ici, je vais la mettre en buffer. Il y a encore une petite chose que je vais faire ici en venant à la position 10, c'est voir que ma clé, enfin je n'ai plus de clé ici, en fait je n'aurais pas dû la supprimer, je vais la remettre pour que le Translate Z soit bien en 0 ici. Comme ça, si je crée vraiment une boîte ici, je serai bien au coin de la boîte ici sans devoir positionner un peu approximativement les choses. Je crée une clé pour le Translate Z. En appuyant sur la touche S, j'ai créé une clé ici. Je vais légèrement remodifier ma tangente. Je pourrais aussi modifier cette tangente-ci de manière à ce que, si on regarde
avoir une tangente pratiquement horizontale. Qu'est-ce que ça change? Ça change que au bout de l'animation, vous voyez que sur la fin, la sphère finit par s'arrêter. Elle s'arrête en douceur et ne s'arrête pas brusquement. Donc vraiment sur la fin ici, avec cette petite tangente horizontale, la sphère s'arrête tout en douceur. Je stocke ceci dans le buffer et je tire à 0. Je stocke dans le buffer. Voilà, je peux maintenant aller régler un peu le mouvement, je vais aller régler le mouvement de rotation de la sphère. On va passer donc à tout à fait autre chose. Je vais revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai un peu oublié. C'est pas très grave, mais c'est quelque chose qui facilite la création de l'animation du mouvement. On va venir dans le menu Animate et simplement la sphère est sélectionnée et on vient cliquer sur Create Motion Trail. Je vais entrer dans les options, on peut éventuellement voir un petit peu ce qu'on pourrait déjà faire ici. On va créer en fait ici un élément dans la scène qui permet de visualiser la trajectoire de la sphère. Je vais venir simplement choisir, je laisse en point ici, mais je vais décocher Show Frame Numbers ici. On ne pas afficher les numéros dans la vue et vous allez voir, je vais laisser sur Time Slider, Create Motion Trail, je crée un chemin et vous voyez ici en fait j'ai un objet qui est créé. Je peux venir éditer une série de choses ici. Par exemple, je peux, si je le mets en on ici, je peux mettre en on ou en off de deux manières, soit en écrivant on-off ou en mettant un 0 pour off et un 1 pour on. Là, je pourrais visualiser carrément les numéros des frames ici qui sont visibles. Et alors, quand je suis au frame 28, je vois clairement que la position de ma sphère est centrée autour du point 28 ici. Je peux changer le style ici et prendre des locators, c'est pas très agréable, ou créer une ligne ici qui va vraiment donner un aperçu agréable de la scène. Si je viens en vue perspective, je vais vraiment avoir cette trajectoire qui se dessine. Je vais me remettre sans les numéros et en points. Je vais vraiment voir comment est ma trajectoire. C'est intéressant de faire ça quand je reprends ma sphère. Quand on édite les positions, ici si je déplace la position d'une clé dans le Graph Editor, je vois directement à quel point ça change. Je peux sentir des choses comme si les points sont plus rapprochés, ça indique que le mouvement est plus lent. Ça veut dire que la sphère va rester pendant plus de temps dans cette zone où les points sont rapprochés. Par exemple ici on voit sur la fin de la trajectoire que la sphère ralentit. On voit que dans les moments où la sphère arrive au sol, le mouvement est plus rapide parce que les points sont plus espacés, donc il y a plus de déplacement entre deux frames. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je pourrais casser mon mouvement complètement et on voit que tout va réagir en fonction. Je vais revenir bien sûr sur ce que j'avais fait avant, où je n'avais rien à changer. Donc vous pouvez vraiment travailler avec ce Motion Trail en parallèle qui vous aide qui vous indique visuellement quelle est la trajectoire de votre sphère sans avoir à jouer l'animation. Le mouvement de rotation de la sphère doit demander un petit peu de réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire en sorte, donc pour le moment, les axes restent systématiquement dans la même orientation, donc toujours l'axe Z vers la gauche, et ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est se permettre de faire des rétrécissements en mise à l'échelle de la balle, de cette manière-ci. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi, mais on va se permettre des mouvements de rétrécissement, et pour faire ça, en fait ce qu'on voudrait, c'est que quand on est ici, la sphère s'écrase. Donc on va devoir régler une série de petites
Deux petites choses, je vais faire les choses et vous expliquer de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, je vais repérer quel est le mouvement de rotation sur lequel je dois travailler. On se retrouve ici avec un gizmo pour la rotation qui est assez simple aussi d'utilisation. Avec ici, on voit un cercle rouge qui va nous permettre de faire tourner la sphère dans le sens a priori qui nous intéresse pour le moment. Je reviens avec la touche Z sur une rotation par défaut. Donc je suis sur l'axe rouge, sur le cercle rouge, c'est une rotation en X. Et je peux placer une première clé. On a le champ qui devient orange ici, on a bien placé notre première clé et une nouvelle courbe qui apparaît ici. Alors je vais étudier un petit peu la première phase de mon mouvement. Quand j'arrive ici, je voudrais que la balle ait fait un quart de tour. Si elle doit avoir fait un quart de tour, je viens ici et je dois lui faire un quart de tour. On va regarder ce que ça donne. Un quart de tour, c'est à peu près ceci. C'est donc une rotation, si je suis précis, un quart de tour de 90. On voit qu'il faut un moins 90 pour être précis. Je crée une clé en appuyant sur S. Je vais jusqu'au rebond suivant. Et je veux qu'elle tourne encore d'un quart de tour. Un quart de tour plus loin, elle est à peu près ici. Je suis à moins 180. Je crée une clé en appuyant sur S. Donc on voit maintenant sur les deux premiers que la balle va quelque part suivre le mouvement. Et je continue encore un quart de tour plus loin ici. Un quart de tour plus loin, je suis à 270 degrés ici. Je crée une clé en appuyant sur S. En fait, on a surtout besoin que la balle soit précisément bien située ici. Je vais revenir sur mes axes ici. Là, j'ai l'axe qui est vers la gauche. Si je viens à la position précédente, mon axe est vers la droite. En tout cas, on le verrait vers la droite si je l'indiquais ici. On va regarder de nouveau comment sont les axes. Ici, l'axe bleu est vers le haut. Ici, l'axe bleu est vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas. En fait, ici, on va suivre les axes de l'objet et pas des axes qui sont fixés par rapport au système de la grille. Donc je suis sur un système d'axe objet. Donc voilà, on doit continuer comme ceci, avec chaque fois un quart de tour. Je peux y aller plus systématiquement. Je reviens dans ma channel box ici. J'étais à moins 270 avec un quart de tour de plus. On va arriver à 360. On rotate ici. Je mets une clé. 360. Je peux en fait aller même plus vite et aller par coup de 180 degrés en plus, ce qui me donne moins 540. S pour mettre la clé. Ouais. Je fais les choses un petit peu vite. 360, je vais quand même mettre la clé ici parce que c'est au rebond du bas que je dois mettre les clés. Donc 360 et 90 degrés, je suis à 450. Voilà, je vais continuer ainsi, 450, 540, 630. Puis 720. Et finalement 810. Voyons ce que donne ce mouvement. On ira voir assez rapidement la courbe et on ira mettre les clés avant et après
pour voir ce que ça donne. Je vais sélectionner ma courbe, appuyer sur F pour cadrer. Vous voyez qu'elle a déjà une allure assez régulière. Elle est un petit peu étrange ici, 810. C'est étrange qu'elle soit un peu cassée, ça indique peut-être que le rebond est un peu trop large ici. On devrait avoir vraiment une courbe d'allure générale agréable ici. Ce n'est pas très grave. Donc si je regarde mon animation maintenant, je vois que ma sphère tourne de manière assez régulière. Je vais continuer à la faire tourner après le dernier rebond et commencer à la faire tourner avant le dernier rebond, en plaçant des clés aussi en début et de fin d'intervalle. Là je peux être un peu moins précis, je vais lui faire quelques tours en plus. J'appuie sur S, qu'est-ce que ça donne? C'est pas très agréable, je fais tourner dans le mauvais sens. J'appuie sur S, voilà, on voit que là, on va essayer de sentir que la courbe se prolonge ici et qu'au début de l'intervalle, je vais mettre la clé dans la vue ici, ce sera encore plus simple. Voilà, je sélectionne, j'ajoute une clé ici. On va regarder ce que ça donne dès qu'on anime. Et voilà, on voit qu'elle commence à rouler dès le début, ou elle roule beaucoup sur la fin. Je vais faire les choses autrement, avec un déplacement de ma clé. Elle roule beaucoup trop. J'appuie sur Shift et je remonte ma clé. Je viens éditer ma tangente ici pour amortir le mouvement. Voilà, et elle s'arrête doucement de tourner. Tout ça paraît fort bien. Donc ma sphère finit par arrêter de rouler et terminer son mouvement. Et si je regarde sur chacune des clés des positions basses, je peux vérifier que mon système d'axe en déplacement ou en mise à l'échelle est bien situé pour pouvoir faire des écrasements dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'aplatissement de la sphère, ce que je vais faire assez rapidement. J'ai placé des clés quand la sphère était en hauteur pour la rotation. En fait, ces clés-là, je n'en ai pas besoin. Je pourrais venir supprimer. J'appuie sur Shift pour sélectionner en même temps plusieurs clés par sélection de zone. Et je vais venir supprimer ces clés en hauteur. Je vais laisser simplement la première. J'appuie sur Delete, je supprime les clés. Ma courbe prend une forme un peu plus agréable automatiquement. Je vais vérifier les tangentes. Je sélectionne ma courbe et je vais vraiment mettre mes tangentes sur une courbe linéaire. Elle va replacer comme ça un peu automatiquement les clés. Remettre celle-ci qui était horizontale et la première, non, la première je la laisse. Remettre celle-ci sur de l'horizontale pour que le mouvement se termine. Je peux peut-être encore un petit peu éditer la position de cette tangente-ci pour avoir une bonne continuité. Une continuité agréable dans ma courbe. Voilà, on a à présent le mouvement de rotation qui positionne correctement les axes pour nos mouvements qui vont venir d'écrasement. Alors on doit y réfléchir un petit peu. Comment est-ce qu'on va écraser la sphère? Tout d'abord, on va commencer par écraser la sphère quand elle est au niveau du sol. Quand elle est au niveau du sol, on va simplement aplatir la sphère. On va d'abord le faire simplement selon un des axes. Quel axe? On va le faire, ce rétrécissement, on va le faire selon l'axe bleu ici. Et donc, essayer d'obtenir quelque chose comme ça. Je reviens en arrière. Je vais m'occuper du tout premier rebond. Et donc l'axe bleu, c'est bien celui-ci. L'axe Z, on va faire un rétrécissement.
Je vois que quand je joue avec cet axe de la mise à l'échelle, le scale ici, c'est cette valeur-ci que je modifie. Je vais utiliser des valeurs précises entières qui ont toujours de l'intérêt. Vous allez voir tout à l'heure comment on pourra les exploiter. 0,8, je mets une première clé ici. S, je vais à mon rebond suivant. La valeur de 0,8 est toujours là. Je vais faire un écrasement un peu moins important vu que le rebond revient de moins haut. C'est un plus petit rebond. Je vais mettre un 0,9 peut-être. Appuyer sur S pour créer ma clé. Je viens au rebond suivant, je mettrai 0,95. 0,95, je mets ma clé. Je viens au dernier rebond, ici je vais mettre un 0,98. Et comme le rebond devient vraiment tout petit, je ne vais pas mettre de valeur, je vais laisser un 1 pour cette valeur-ci. J'appuie sur S pour mettre la dernière clé. Si je regarde ce que j'ai fait, c'est un peu étrange. J'ai été créer des clés avec les écrasements et les écrasements sont là dès le début. Donc j'ai oublié bien sûr que quand la sphère est en hauteur ou avant de démarrer, par exemple ici, on ne doit pas avoir d'écrasement, je dois avoir une valeur de 1. Je vais mettre cette valeur de 1 ici, mettre une clé avec la touche S. Et donc si je regarde maintenant, ne fût-ce que la première partie, voilà, la sphère vient s'écraser en arrivant au sol. Ce n'est pas encore tout à fait naturel, on a d'autres choses à préparer. Je vais mettre aussi, en appuyant sur S ici, la valeur de 1 pour la clé initiale. Et en fait, je vais devoir revenir sur tous les moments où la sphère est en hauteur, où elle récupère sa forme. Elle doit récupérer sa forme, donc revenir à la valeur 1. Et je dois à chaque fois mettre une clé ici, avec la touche S. Je pourrais aussi venir voir déjà un peu à quoi ressemble, j'appuie sur F pour zoomer, voir un peu à quoi ressemble ma courbe. Je vais avoir des clés ici, je vais afficher celle-ci en même temps. Avec la touche CTRL, je peux sélectionner deux courbes, c'est difficile à voir en même temps. On ne voit pas grand chose, je vais me contenter de ceci pour le moment. Donc ici c'est mes scales à 0,8, 0,9, 0,95. Je vois qu'ici je dois avoir une clé en 1 pour le rebond intermédiaire ici. Là, ici je dois avoir une clé en 1. Je pourrais créer des clés avec les outils qui sont ici d'insertion de clés, Add Key Tool par exemple. Je viens ici créer ma clé, je la mettrai en 1 après. Voilà. À la hauteur du rebond suivant, je me mets en 1. À la hauteur du rebond suivant, je me mets en 1. Et je vais aller vérifier simplement, bien mettre en 1 toutes ces petites clés qui sont ici au-dessus. Je les mets bien en 1. Comme ça maintenant elles sont bien toutes positionnées à la bonne hauteur. Alors si je regarde ce que j'ai jusque là, c'est bien au début. Et puis là on a la sphère qui commence à se rétrécir, c'est pas du tout agréable. Il y a un autre problème qu'on pourrait régler assez rapidement, c'est le fait qu'avec le rétrécissement, la sphère elle n'est plus au niveau du sol. Il faudra venir redescendre les translates Y. On le fera un tout petit peu plus tard. On va simplement maintenant réfléchir à ce qui se passe autour de ce rebond. Autour de ce rebond, c'est-à-dire juste ici autour, quand la sphère est en hauteur, elle prend de la vitesse, elle prend beaucoup de vitesse, et en fait ce qui serait plus agréable et ce qui donne un effet intéressant dans l'animation, c'est que la sphère soit plutôt étirée. Donc je vais venir avec un 1,15 ici, mettre une clé, clé suivante c'est l'écrasement, clé suivante je veux de nouveau que la sphère s'étire, je vais venir avec un 1,10,
mettre une clé. Et si on observe ce qui se passe, on voit que c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez que la sphère, au fur et à mesure où elle prend de la vitesse, s'étire, s'écrase et s'étire de nouveau. On a un rebond qui donne vraiment une dynamique à la sphère, qui la rend beaucoup plus élastique et beaucoup plus réaliste. On n'a plus l'impression qu'on a affaire à une balle de pétanque, on a l'impression qu'on a vraiment affaire à une balle plus molle. Il y a des problèmes à régler qu'on va régler rapidement, comme le changement de volume, etc. Mais nous allons y revenir après. Et on va simplement continuer ce petit ajout de clé. Vous voyez que je crée autour de la clé ici en 19 d'écrasement, avant et après. Je crée une clé d'étirement. Si je regarde ma courbe, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la courbe est en 1 étirement, un écrasement, un étirement. Je repasse en 1 quand je suis en haut, au moment où la sphère est la plus libre de tension. Et quand elle est en haut, elle est en suspension. Comme en suspension, elle reprend sa forme. Et puis de nouveau, elle va venir s'écraser ici, en 35. En 34, je veux qu'elle s'étire un peu. Je vais mettre une valeur de 1,08 par exemple. Mettre une clé. Et on voit progressivement que toutes ces clés qui sont une avant, une après, une avant, une après, elles vont prendre des valeurs qui vont décroître. On va le faire de manière un peu plus intuitive en insérant des clés ici avec le Add Key Tool. Je sélectionne bouton de gauche ma courbe, Add Key Tool, je viens intégrer une clé ici, intégrer une clé ici, intégrer une clé ici. On voit que c'est beaucoup plus intuitif quand on regarde la courbe directement. Et je vais faire une dernière petite élongation ici. Vraiment très subtil. Peut-être cette clé-là n'a pas l'air d'être dans une juste continuité. Je vais diminuer un peu la hauteur de celle-ci. On va regarder ce que ça donne en animation. Je sélectionne ma courbe et je peux déjà stocker ça dans le buffer. Je regarde ce que ça donne et on a l'impression, dès que ça joue, que les écrasements sont agréables. Il y a un problème de volume, il y a un problème de hauteur par rapport au sol, où la sphère ne touche plus au moment des rebonds. Mais si je le joue même plus lentement, ici c'est assez subtil, mais déjà rien qu'ici on commence à sentir ce rebond avec cet écrasement qui améliore vraiment l'allure et la sensation que le spectateur a en voyant la balle qui rebondit. Voilà, il nous reste un peu d'édition à faire sur cette courbe, parce qu'on voit par exemple qu'au moment où la sphère est dans cette zone-ci, le scale va prendre des valeurs de 0,99, c'est pas très grave, mais il faudrait que la valeur soit à 1. De la même manière, on voit que la sphère, alors qu'elle est encore assez libre, commence déjà à s'étirer très tôt. On aimerait vraiment bien que la sphère reste pratiquement sans élongation ici, et que l'élongation arrive vraiment sur les 2 derniers frames ou presque. Donc que cette élongation soit par exemple à ce niveau-ci ici et déjà presque à 1 ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment quelque chose qui est lié à des principes d'animation qu'on va retrouver. Prenez par exemple un Tex Avery, quand un personnage vient s'écraser sur un mur, vraiment au moment où le personnage va s'approcher du mur, il est normal, il est en mouvement vers le mur, et vraiment une ou deux images avant de venir s'écraser, là il va s'allonger et venir presque déjà toucher le mur, et puis il sera écrasé comme ici quand la sphère touche le sol ou que le personnage touche le mur. Donc on voudrait vraiment que l'élongation ne soit vraiment que sur ces 2 dernières images, et quand la sphère est ici, on n'ait pas d'élongation. Donc on va venir travailler sur les tangentes de la courbe. On doit essentiellement travailler sur les tangentes. Tout d'abord, on peut prendre les tangentes du milieu ici. Je vais étirer en appuyant sur Alt et Shift, bouton de droite,
va me permettre de simplifier ma sélection. Je vais venir chercher toutes les clés du milieu et leur mettre des tangentes horizontales. Ce bouton-ci le fait automatiquement. On voit déjà que ça a résolu le problème ici à gauche. Je peux déjà, pour cette courbe-là, stocker et simplifier un peu l'affichage. Je pourrais mettre même des tangentes horizontales sur toute la courbe pour commencer. Ça rend l'affichage un peu plus lisible. Et je vais venir prendre les tangentes du haut, toutes les tangentes qui sont ici en haut, et venir les casser. Je viens les casser, ça me permet, avec mon outil ici, de venir, bouton du milieu, de venir changer la forme de mes tangentes ici, de mes courbes d'interpolation entre les clés, et de faire simplement ce petit travail. Je n'ai pas besoin de travailler sur toutes les tangentes, juste celles qui sont utiles. Et de venir donner vraiment la forme intéressante à notre courbe. Voilà, on pourrait même encore faire des choses comme ceci. Je vais venir définir une tangente avec des poids, white it, libérer tous les poids, et comme ça je peux même encore accentuer cet effet-là. Les clés comme je veux. Je peux même encore accentuer cet effet-là si je veux. Et avoir vraiment des plateaux bien marqués. Remarquez, je ne descends jamais plus bas. Ça me permet de ne pas avoir des courbes comme je ne le voudrais pas. Voilà, je pense que c'est bon. Je n'ai pas beaucoup géré les choses ici, je disais simplement parce que à ce niveau-ci, il n'y a plus qu'une clé intermédiaire. Je peux me passer de ce qui se passe à ces niveaux-là. De la même manière, je n'ai pas besoin de régler les tangentes ici, ça ne changera rien, simplement parce qu'il y a un frame entre cette clé-ci et la suivante, donc peu importe ce qui se passe ici au milieu, ça n'interviendra pas dans le calcul des images à la fin de la création de l'animation. Voilà, donc je stoppe mon buffer, je vais regarder encore une fois pour m'assurer que vous comprenez bien ce qui se passe. Donc l'échelle, la mise à l'échelle est à 1 tant que la balle roule sur le bloc ici au-dessus, et puis elle reste à 1 pendant un certain temps, et puis très rapidement, sur quelques frames, elle va prendre une valeur plus élevée et s'étirer. Ça donne donc ceci, elle reste pratiquement sphérique, et puis vraiment sur la fin, sur ces deux images-ci, elle s'allonge. Elle s'écrase en prenant une valeur de 0,8 ici en dessous. De nouveau, elle s'allonge, prend son étirement maximum, et puis cet étirement s'adoucit, disparaît quand elle est en liberté, en hauteur, et de nouveau s'étire juste avant le prochain rebond. Et donc voilà, on obtient ceci, et sur la fin, on se racasse un peu moins de ce qui se passe parce que l'étirement est moins important. On va revenir maintenant sur la courbe de translate Y et venir s'occuper de la hauteur ici qui n'est plus correcte vu qu'on a l'écrasement vertical. Alors on a, si je vais voir les valeurs, on peut venir voir les valeurs de notre sphère ici. Donc j'ai une valeur de 5
ici pour le rayon et un écrasement de 0,8. Ça veut dire que maintenant, dans cette dimension-là, on a 0,8 fois 5, c'est-à-dire 4. 4 de hauteur du centre jusqu'ici. Donc si je déplace ma sphère, que je la mets en 4 ici, très rapidement, très précisément, j'appuie sur S pour mettre une clé, ma sphère est bien placée. Je peux faire la même chose ici, j'ai un écrasement de 0,9, ça veut dire 4,5, je multiplie 0,9 par 5, de nouveau j'édite ma clé, je fais la même chose au rebond suivant, là je dois mettre, j'ai 0,95, je dois donc mettre 4,75, j'édite ma clé, et on voit à chaque fois évidemment que la sphère touche bien le sol parfaitement, directement, sans devoir prendre du temps pour trop ajuster et ne pas être précis. 4,9, j'ajuste ma clé, et pour le dernier, je ne sais même pas si c'est vraiment très utile. Voilà. Le dernier, on pourrait presque le laisser comme ça, c'est quelque chose comme 4,9975 si je ne me trompe. Voilà. Donc maintenant, on a de nouveau la sphère qui touche le sol au moment où elle vient s'écraser, et on n'a plus l'impression que la sphère flotte au moment où elle s'écrase. Alors, il reste maintenant une dernière petite chose à faire avant de pouvoir attaquer vraiment des étapes comme le rendu ou d'autres choses, c'est de régler le problème du volume. Quand je suis ici au niveau de l'écrasement ou au niveau de l'étirement, on voit qu'il y a vraiment un changement de volume énorme, et on aimerait bien en fait qu'il y ait quelque chose comme ceci qui s'opère. Qu'est-ce que c'est ici? Ce qui doit s'opérer ici, c'est faire en sorte que pour les deux autres dimensions, là on a agi sur la dimension Z, pour les dimensions X et Y, il faudrait qu'il y ait une mise à l'échelle en rapport avec celle-ci pour que le volume de la sphère reste sensiblement le même. Je vais revenir en arrière pour ne pas garder cette valeur-là. On va avoir en fait, au moment où la sphère est en écrasement ici en Z, on va avoir pour le scale X et le scale Y une valeur qui doit être plutôt en étirement. Donc si elle s'écrase selon Z, elle va s'étirer dans les deux autres dimensions, et inversement, si la sphère s'étire selon Z, elle va s'écraser de ce côté-ci. Si on prend quelque chose comme la formule d'un cube, longueur fois largeur fois hauteur, pour avoir le même volume, si j'étire d'un côté, je vais écraser les deux autres dans un rapport en fait de racine de 2. Je ne vous demande pas de comprendre trop loin ce qui se passe, mais simplement sachez que si j'ai une valeur de 2 par exemple ici, si je mets une valeur de 0,7 pour l'écrasement dans les deux autres dimensions, 0,7 fois 0,7 fois 2, ça va donner un volume de 1, donc le même volume que quand la sphère 1, 1, 1 n'est pas écrasée. Ne vous posez pas trop de questions, on va voir comment on procède. Alors, pour aller vite et ne pas devoir refaire tout ce travail relativement compliqué de pose de clés, je vais utiliser des moyens très rapides pour aller chercher les clés du canal de mise à l'échelle selon Z. Je vais faire un petit clic droit ici sur le nom et j'obtiens toute une série, un menu avec toute une série de choses. On pourrait retrouver par exemple le key selected qui permet de mettre une clé. C'est un autre moyen de mettre une clé sur le champ qu'on a sélectionné. On verra toutes les autres choses après. Je vais faire un copy selected, je vais aller copier ici toutes les clés de mon scale Z. Je fais ça et je vérifie que je suis bien en 1 ici, et je viens sur mon scale X et je vais faire un copy selected, un paste selected, je refais un copy selected et puis un paste selected ici, donc un copier-coller. Qu'est-ce qui se passe? Simplement on voit que dans le graph editor, je vois que j'ai exactement la même courbe maintenant pour le scale X et pour le scale Z. Je vais faire la même chose pour le scale Y, un paste selected. Alors je vois donc maintenant que j'ai en X et en Y, j'ai deux courbes qui sont exactement les mêmes que le scale Y. Ce qu'il faudrait,
c'est en fait que cette courbe de scale Y est la même en scale Z. Il faudrait faire en sorte qu'elle soit inversée. Je pourrais faire ça avec la mise à l'échelle. J'appuie sur Shift et la mise à l'échelle, vous voyez, peut m'inverser la courbe. Si je fais quelque chose comme ça, je reviendrai en arrière parce qu'elle n'est pas tout à fait juste comme ça. Mais si je fais quelque chose comme ça, je déplace un petit peu tout vers le bas, j'ai quelque chose qui correspond déjà un peu à ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire quand cette valeur-ci est vers le haut, celle-ci est vers le bas, et un petit peu moins vers le bas que celle-ci est vers le haut. De la même manière, quand celle-ci est vers le bas, celle-ci est vers le haut et un peu moins haut par rapport à la ligne 1. Donc c'est vraiment ça que je veux. Je vais faire ça de manière un peu plus précise et plus rapide. Je reviens en arrière. Je vais prendre ma courbe Scale Y. J'ai toutes ces clés qui sont sélectionnées. Je vais venir dans le menu Edit. Ici, je vais trouver un autre moyen d'utiliser la fonction de mise à l'échelle qui me permet de travailler avec des options. Je vais reprendre les valeurs par défaut. Et ici, je peux faire une mise à l'échelle, soit selon le temps, soit selon les valeurs. C'est ça que je veux faire. Je veux faire une mise à l'échelle autour de la valeur 1. Vous vous souvenez, quand je faisais les mises à l'échelle ici, je mettais ma souris au niveau du 1 pour faire la mise à l'échelle, pour que les valeurs grandissent et rapetissent par rapport au 1, pas par rapport à la ligne 0 par exemple. Donc je vais définir que ce qu'on appelle le pivot est autour de 1. Et je vais faire une mise à l'échelle de racine de 2, c'est 0,7. Si je fais ceci, apply, mes valeurs sont réduites. Je vais revenir un peu en arrière. Je reprends mes clés et je vais faire non pas une valeur de 0,7 mais de moins 0,7. Si je fais moins 0,7, apply, la courbe va s'inverser et être multipliée par un facteur de 0,7 autour de la valeur 1, ce qui correspond vraiment à ce que je voulais. Je vais faire la même chose avec cette courbe-ci, Scale Keys, et maintenant, si je regarde le Scale Y, le Scale Z, ils sont inversés par rapport à celle-ci, et ils sont dans une proportion de racine de 2 autour de, donc beaucoup moins importante. Voilà, c'est peut-être un petit peu rapide et abstrait, mais ça marche. Suivez les instructions pour ceci, et on voit maintenant que quand ma sphère s'étire, en même temps elle s'écrase selon les autres axes, et elle s'étire par contre selon les autres axes quand elle s'écrase selon Z. C'est donc vraiment bien ce qu'on voulait, ça va très vite, une fois qu'on a fait les écrasements dans un sens. Voilà, vraiment, finalement, notre travail d'écrasement qui est fini, l'animation de la sphère qui est finie. On peut passer maintenant à des étapes comme le rendu de l'animation.